Mon père m'a tendu un dossier en disant « J'ai utilisé ton fonds d'études pour rembourser l'hypothèque de ta sœur. Tu me remercieras plus tard. » J'ai simplement souri et répondu « Si tu le penses. » 2 heures plus tard, son téléphone a sonné, et j'ai vu son visage se figer quand la banque a annoncé que le virement avait été annulé. Quelques minutes après, une voiture arrivait. Le dossier en carton a atterri sur la table de la cuisine avec un bruit sourd, juste à côté de mon bol de céréales à moitié vide. Papa se tenait là, les bras croisés, arborant cette expression satisfaite qu'il avait toujours, lorsqu'il pensait avoir pris une brillante décision de direction. Maman, elle, planait près de l'embrasure de la porte, se tordant les mains, comme elle le faisait toujours quand elle savait que quelque chose de grave allait se produire, mais sans avoir le courage de l'empêcher. C'était fin juin, et le soleil du matin filtrait par les fenêtres de la cuisine. J'étais rentré à la maison pour l'été, après avoir terminé mon année de césure, et je travaillais dans un laboratoire de recherche à Boston, économisant de l'argent et acquérant une expérience du monde réel avant de commencer l'université à l'automne. « Ouvre-le » a dit papa, en désignant le dossier du menton. J'ai posé ma cuillère et j'ai rapproché le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des documents de propriété, et une lettre de son conseiller financier. Mes yeux ont balayé les chiffres, et mon estomac s'est noué. Le fonds d'études que mes grands-parents avaient créé pour moi à ma naissance, celui qui avait atteint près de 180 000 $ en 23 ans, affichait désormais un solde de 0,14 $. Les documents de la fiducie précisaient que j'en obtiendrais le plein contrôle à 23 ans, après avoir terminé mes études ou atteint ce jalon d'âge, selon la première de ces deux éventualités. Ma grand-mère avait été très claire à ce sujet, lorsqu'elle l'avait mis en place en 2002, voulant s'assurer que je serais assez mature pour assumer cette responsabilité. Maintenant, quelques semaines seulement après mon 23e anniversaire, le compte aurait enfin dû être sous ma gestion. Qu'est-ce que c'est ? Ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru. Papa a tiré la chaise en face de moi et s'est assis avec un lourd soupir, comme s'il s'apprêtait à expliquer quelque chose d'incroyablement simple à un enfant. Ta sœur se noyait sous cette hypothèque. Bethany et Derek étaient sur le point de perdre la maison. Je ne pouvais pas rester là à les regarder sombrer. Alors, tu as pris mon fonds d'études ? J'ai gardé les yeux fixés sur les documents, craignant que s'ils se levaient, ils ne voient la rage qui montait en moi. J'ai utilisé ton fonds d'études pour rembourser l'hypothèque de ta sœur. Tu me remercieras plus tard. Il s'est adossé à sa chaise, avec une confiance totale. La famille est de la famille. Bethany a 2 enfants maintenant. Ils ont besoin de stabilité. Tu es jeune. Tu peux prendre des prêts comme tout le monde. Tu t'en sortiras. Les enfants de Betty. Emma avait maintenant 8 ans, en CE2, toujours la star de son spectacle de danse. Tyler venait d'avoir 5 ans et avait commencé la maternelle l'automne dernier. J'avais regardé ma sœur poster d'innombrables photos de sa famille parfaite sur les réseaux sociaux, pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour économiser pour mon avenir. Maman a finalement parlé depuis l'embrasure de la porte, sa voix à peine plus qu'un murmure. Catherine, ma chérie, essaie de comprendre. Est-ce que quelqu'un m'a demandé, ai-je interrompu, en regardant toujours les papiers. Est-ce que quelqu'un a pensé à avoir une conversation, avant de vider un compte à mon nom ? Tu étais mineur quand tes grands-parents l'ont créé, a dit papa d'un air dédaigneux. J'étais le dépositaire. Légalement, j'avais tout à fait le droit de prendre des décisions concernant cet argent. Et voilà, l'argument juridique. Papa était avocat, et il adorait rappeler à toute la famille qu'il connaissait la loi mieux que quiconque. Il avait utilisé ce même ton pour se sortir d'amende pour excès de vitesse, pour négocier avec maman afin qu'elle accepte moins que ce qu'elle méritait dans leur dispute, et pour convaincre mes grands-parents de le nommer exécuteur testamentaire de leur succession. Bethany avait besoin d'aide, a-t-il poursuivi. C'est ta sœur. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. J'ai enfin levé les yeux vers lui. Est-ce que Bethany sait d'où vient l'argent ? Quelque chose a vacillé sur son visage, juste une seconde, avant que le masque de la confiance vertueuse ne reprenne sa place. Elle sait que nous l'avons aidée. Les détails n'ont pas d'importance. Donc, c'est non. J'ai refermé soigneusement le dossier. Tu ne lui as pas dit que tu m'avais volé pour la sauver. Je n'ai rien volé, a sèchement répliqué papa. Surveille ton ton. J'ai pris une décision financière pour le bien de cette famille. Pour le bien de la famille de Betty, ai-je corrigé. Pas la mienne. Maman a fait un pas timide en avant. Catherine,
s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ton père a très bien réfléchi à tout ça. Tu peux toujours aller à l'université. Il y a des prêts, des bourses. Tu pourrais travailler à temps partiel. J'ai déjà une bourse complète pour Northwestern, ai-je dit doucement. J'ai reçu la lettre d'acceptation en avril. Une bourse d'études complète. J'allais vous le dire à tous les deux au dîner ce soir, pour que ce soit spécial. J'attendais le bon moment. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de papa est passé par plusieurs expressions en succession rapide, la surprise, la confusion, puis quelque chose qui aurait pu être de l'embarras, avant de se fixer sur l'irritation. Eh bien, a-t-il finalement dit, alors ça tombe encore mieux. Tu n'as pas besoin de l'argent, de toute façon. Bethany en avait plus besoin. L'audace pure de cette déclaration m'a laissé momentanément sans voix. Il avait volé mon avenir sans demander, et maintenant qu'il apprenait que j'avais moi-même assuré cet avenir, il se sentait justifié au lieu d'avoir honte. Si tu le penses, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Papa a froncé les sourcils à ma réponse, s'attendant clairement à plus de résistance. Tu te montres remarquablement mature à ce sujet, Catherine. J'apprécie. Ça montre que tu grandis. Je me suis levé de table, en ramassant le dossier. Puis-je garder ces documents? Bien sûr, a dit papa, en agitant la main d'un air dédaigneux. Ta mère et moi allons au country club pour l'après-midi. On en reparlera au dîner si tu veux. Parfait. Ils sont partis 20 minutes plus tard, maman me jetant des regards inquiets par-dessus son épaule, tandis que papa la guidait vers sa Mercedes. Je les ai regardés depuis la fenêtre de devant, attendant que la voiture disparaisse au coin de la rue. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. Marcus, c'est Catherine. Est-ce que ta mère est disponible? Marcus était mon meilleur ami depuis le collège, et sa mère, Patricia Chen, était cadre supérieur à la First National, la même banque où se trouvait mon fonds d'études. Elle me connaissait depuis que j'avais 13 ans, avait écrit l'une de mes lettres de recommandation pour Northwestern, et avait mentionné à la fête de remise des diplômes de Marcus, le mois dernier, que si j'avais un jour besoin de conseils de carrière, sa porte était toujours ouverte. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Catherine? Marcus m'a dit que tu appellerais peut-être. Que se passe-t-il, ma chérie? J'ai tout expliqué. Le dossier, le compte vide, la justification légale de papa, le fait que mes grands-parents avaient créé ce fonds spécifiquement pour mon éducation. Patricia a écouté sans m'interrompre, et je l'entendais taper en arrière-plan. Je regarde l'historique du compte en ce moment même, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Le virement a été effectué hier à 15h47. Ton père est venu en personne pour l'autoriser. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Laisse-moi passer quelques appels. Reste près de ton téléphone. 30 minutes plus tard, Patricia a rappelé. Catherine, j'ai parlé à notre équipe juridique. Le document de fiducie de tes grands-parents précisait que l'argent devait être utilisé exclusivement pour tes frais d'études supérieures. Ton père, en tant que dépositaire, a violé les termes de la fiducie en l'utilisant dans un autre but. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le virement était non autorisé et illégal. Nous pouvons l'annuler, mais j'ai besoin de ta coopération. Tu as 23 ans, donc tu es maintenant la bénéficiaire légale. Es-tu prête à déposer une plainte formelle contre ton père? J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Bethany, ma sœur aînée, qui avait toujours été l'enfant chéri, qui avait eu un grand mariage payé par nos parents, alors qu'on me disait de garder mes projets d'avenir modestes, qui m'avait traité d'égoïste quand je ne pouvais pas garder ses enfants parce que je devais réviser pour mes partiels, et qui ne m'avait jamais demandé une seule fois comment j'allais ou ce dont j'avais besoin. Oui, ai-je dit. Je vais déposer plainte. Je préparerai les documents dans l'heure. Peux-tu venir à la banque? J'y serai dans 20 minutes. J'ai conduit jusqu'à la First National dans ma vieille Honda Civic, celle que j'avais achetée avec mon propre argent de serveuse, parce que papa avait offert un SUV neuf à Bethany pour ses 18 ans, avant de me dire que je devais apprendre la responsabilité financière en achetant mon propre véhicule. Patricia m'a accueilli à l'entrée et m'a conduite dans une salle de conférence privée. La salle de conférence était toute en verre et en chrome, avec une vue sur le centre-ville qui me faisait me sentir à la fois importante et terrifiée. Patricia m'a présenté à deux autres personnes, James Kowalski, le conseiller juridique en chef de la banque, et Amanda Richardson, une spécialiste de la fraude.
Ils m'ont tous les deux serré la main avec une chaleur professionnelle, et Amanda m'a offert de l'eau, que j'ai acceptée avec gratitude car ma bouche était devenue complètement sèche. Catherine, a commencé James en ouvrant un épais dossier, Madame Chen nous a informé de votre situation. Avant de continuer, je veux que vous compreniez exactement ce qui se passe ici et quelles sont les conséquences potentielles. J'ai hoché la tête, en serrant fermement la bouteille d'eau. Votre grand-père, Robert Harrison, a créé ce fonds en fiducie en 2002, à votre naissance. Il l'a initialement financé à hauteur de 50 000 $, et il a été structuré comme une fiducie éducative irrévocable, avec des termes très spécifiques. James a sorti un document et a pointé des sections surlignées. Voyez ici? Le langage est explicite. Les fonds seront utilisés exclusivement pour les frais d'études post-secondaires du bénéficiaire, y compris, mais sans illimité, les frais de scolarité, les livres, le logement et les coûts connexes. Mon père a dit qu'il était le dépositaire, ai-je dit doucement. Il a dit qu'il avait l'autorité légale. Il était le dépositaire, a confirmé James. Mais la garde ne confère pas un pouvoir illimité. Pensez-y comme si vous étiez le gardien de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous pouvez le gérer, mais vous ne pouvez pas l'utiliser à des fins autres que celles prévues par la fiducie. Votre père a transféré la quasi-totalité du solde pour rembourser une hypothèque. C'est une violation claire des termes de la fiducie. Amanda s'est penchée en avant, son expression sympathique mais sérieuse. Ce que votre père a fait correspond à la définition légale du détournement de fonds, Catherine. Il a pris de l'argent d'un fonds en fiducie et l'a utilisé à des fins non autorisées. Le fait qu'il soit votre père, et que l'argent soit allé à votre sœur, ne change rien à la réalité juridique. Le mot détournement de fonds m'a frappé comme un coup de poing. Il pourrait aller en prison. James et Amanda ont échangé un regard. Techniquement, oui, a dit James prudemment. Mais cela nécessiterait que des accusations criminelles soient déposées par le bureau du procureur. Ce à quoi nous avons affaire ici est une affaire civile, la responsabilité de la banque de faire respecter les termes de la fiducie et de protéger vos intérêts en tant que bénéficiaire. Expliquez-moi la suite des événements, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Patricia m'a serré la main avec assurance. La banque va immédiatement geler les fonds transférés. Comme le paiement à la société de crédit immobilier n'a pas encore été entièrement compensé, il a été initié hier, nous pouvons empêcher son traitement. L'argent sera retourné sur votre compte dans les 48 heures. Et mon père, ai-je demandé. Votre père sera informé que le virement a violé les termes de la fiducie et a été annulé, a expliqué James. Il recevra également un avis formel de notre service juridique. Comme il s'agit d'une violation flagrante, et que vous êtes maintenant majeur et la bénéficiaire légitime, vous avez tout à fait le droit d'engager d'autres actions si vous le souhaitez. D'autres actions, c'est-à-dire ? Vous pourriez le poursuivre en justice pour les frais et pénalités que la banque a dû absorber pour annuler le virement, a dit Amanda. Vous pourriez également le signaler à l'ordre des avocats de l'État, puisqu'il est avocat et que cela pourrait être considéré comme une conduite indigne de la profession. Ou vous pourriez simplement laisser l'annulation en l'état et aller de l'avant. J'étais assise là, à assimiler toutes ces informations. Une partie de moi voulait explorer toutes les voies possibles pour que papa fasse face aux véritables conséquences de ses actes. Mais une autre partie de moi voulait juste prendre mon argent et disparaître complètement de leur vie. Je veux juste récupérer mon argent, ai-je finalement dit. Je veux qu'il soit en sécurité pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous pouvons absolument faire en sorte que cela se produise, a dit Patricia chaleureusement. Nous ajouterons une sécurité biométrique à votre compte. Votre empreinte digitale ou votre reconnaissance faciale sera requise pour tout virement de plus de 5 cents. Même si quelqu'un avait toutes les informations de votre compte, il ne pourrait pas accéder au fonds sans votre présence physique. James a fait glisser une pile de papier sur la table. Ce sont les documents de la plainte formelle. En signant, vous autorisez la banque à annuler le virement non autorisé et à prendre les mesures nécessaires pour sécuriser votre compte. Vous déclarez également que vous n'avez pas autorisé le virement et qu'il a violé les termes de la fiducie. J'ai pris le stylo, et ma main a légèrement tremblé. C'était le moment, le point de non-retour. Une fois ces papiers signés, il n'y aurait plus moyen de prétendre que ce n'était qu'un malentendu familial. Ce serait officiel, documenté, réel. J'ai pensé au visage de papa quand il m'a tendu ce dossier, si confiant dans sa décision. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit d'être compréhensive, d'être flexible, de faire passer la famille en premier.
J'ai pensé à mes doubles services au restaurant, pendant que Bethany postait des photos Instagram de ses vacances à la plage. J'ai signé de mon nom. L'heure suivante a été un tourbillon de signatures et de déclarations officielles. Patricia a expliqué que la banque gèlerait immédiatement les fonds transférés, empêchant la société de crédit de Betty de traiter le paiement. Ensuite, ils annuleraient le virement pour le remettre sur mon compte, et l'équipe juridique de la banque s'occuperait du reste. Ton père va être très en colère, m'a prévenu gentiment Patricia. Es-tu prête pour ça? Il m'a volé, ai-je dit simplement. J'en ai fini d'être le paillasson de la famille. Patricia a souri et m'a serré la main. Bien joué, ma chérie. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Il était presque 17 heures quand j'ai entendu la Mercedes de papa entrer dans l'allée. J'étais assise dans le salon, faisant semblant de lire un livre, quand ils sont entrés. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, j'ai pris un moment pour vraiment regarder la maison où j'avais grandi. Le salon formel avec ses meubles de couleur crème, sur lesquels Bethany et moi n'avions jamais eu le droit de nous asseoir enfants sauf Bethany, finalement, quand elle est devenue plus âgée et plus responsable. Les photos de famille sur la cheminée, où les portraits professionnels de Betty dominaient, tandis que mes photos d'école étaient reléguées sur le côté. Les bibliothèques intégrées exposant les trophées de cheerleading et les récompenses de danse de Betty, tandis que mes médailles académiques étaient dans une boîte quelque part dans le garage, parce qu'elles ne correspondaient pas à l'esthétique. Même la maison elle-même racontait l'histoire des priorités de notre famille. Chaque décoration, chaque meuble, chaque détail soigneusement choisi reflétait l'image que maman et papa se faisaient de la famille parfaite, et je n'avais jamais tout à fait correspondu à cette image. Catherine a appelé maman, nous avons apporté à dîner le téléphone de papa a sonné, la coupant. Il a jeté un œil à l'écran et a froncé les sourcils. C'est la banque. Probablement juste pour confirmer que le virement est passé. Il a répondu, en mettant le haut-parleur tout en posant les sacs de plats à emporter. Allô, oui, c'est Richard Donovan. Monsieur Donovan, ici Gérald Mackenzie du service juridique de la First National. Je vous appelle concernant le compte numéro se terminant par 7743. C'est ça, le virement que j'ai autorisé hier. Y a-t-il un problème? Monsieur, je dois vous informer que le virement a été annulé et retourné sur le compte d'origine. De plus, nous devons fixer un rendez-vous avec vous concernant des violations potentielles de l'accord de fiducie qui a établi ce compte. Le visage de papa est devenu blême. Quoi? De quoi parlez-vous? J'ai autorisé ce virement. Je suis le dépositaire. Monsieur, la bénéficiaire a déposé une plainte formelle. Les documents de la fiducie stipulent explicitement que les fonds doivent être utilisés exclusivement pour les frais d'études de la bénéficiaire. L'utilisation de ces fonds à toute autre fin constitue une violation de l'accord de fiducie et potentiellement une fraude. Fraude? La voix de papa a grimpé de plusieurs octaves. C'est insensé. C'est le compte de ma fille. J'ai l'autorité légale. Vous aviez l'autorité de dépositaire jusqu'à ce que la bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité, monsieur Donovan. Catherine Donovan a 23 ans. Elle est maintenant la propriétaire légale du compte, et elle a contesté le virement. Les fonds ont été retournés, et notre équipe juridique vous contactera pour les prochaines étapes. La main de papa tremblait en tenant le téléphone. Laissez-moi parler à votre superviseur. C'est complètement je suis le superviseur, monsieur Donovan. Vous recevrez une notification formelle par courrier dans les 3 jours ouvrables. Bonne soirée. La ligne a été coupée. Papa est resté là, figé, fixant son téléphone comme s'il venait de le mordre. Maman nous regardait, son visage se décomposant alors qu'elle commençait à comprendre ce qui s'était passé. Catherine, a dit lentement papa, en se tournant vers moi, qu'as-tu fait? J'ai déposé une plainte auprès de la banque, ai-je dit calmement, en posant mon livre. Il s'avère que tu n'avais pas le droit d'utiliser cet argent pour l'hypothèque de Betty. La fiducie de grand-mère et grand-père était très spécifique sur le fait que les fonds étaient uniquement pour mon éducation. Espèce de petite Lille s'est retenue, la mâchoire si serrée que je pouvais voir les muscles saillir. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Le paiement de l'hypothèque de Betty va être rejeté. Elle pourrait perdre la maison. Son crédit sera détruit. Peut-être qu'elle aurait dû s'assurer qu'elle pouvait se permettre la maison avant de l'acheter, ai-je dit. Ah, non. Elle le pouvait. Elle a juste décidé qu'elle ne voulait pas faire les paiements, quand elle pouvait te faire culpabiliser pour que tu règles ses problèmes à sa place.
Comment oses-tu, a murmuré maman, trouvant enfin sa voix. Comment oses-tu être si égoïste? Ta sœur a des enfants. Ils ont besoin d'un foyer. Et moi, j'ai besoin de mon fonds d'études, ai-je rétorqué. Celui que mes grands-parents ont laissé spécifiquement pour moi. Pas pour l'hypothèque de Betty. Pas pour l'école privée de ses enfants. Pas pour les vacances en Europe qu'elle et Derek ont prises l'été dernier, tout en prétendant avoir des difficultés financières. Pour moi. Papa a fait un pas en avant, et pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait vraiment essayer de m'intimider physiquement, mais j'ai tenu bon, en soutenant son regard furieux. Tu vas arranger ça, a-t-il dit doucement. Tu vas rappeler la banque et leur dire que c'était un malentendu. Non, je ne le ferai pas, Catherine Elizabeth Donovan. Je ne le ferai pas, ai-je répété fermement. Tu m'as volé, papa. Tu n'as pas demandé. Tu n'en as pas discuté. Tu as juste pris ce qui était à moi et tu l'as donné à ta fille préférée, encore une fois, comme tu le fais toujours. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement maman. Vraiment? J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Bethany a eu une voiture neuve à 18 ans. On m'a dit d'économiser pour la mienne. Bethany a eu un mariage qui a coûté 40 000 $. On m'a dit toute ma vie que quand je me marierai, vous me donnerez 5 000 $ et pas un centime de plus, parce que les mariages coûteux sont un gaspillage. Bethany a eu ses études payées. Moi, j'ai eu 2 emplois et j'ai survécu grâce à des bourses. La seule chose que j'avais, la seule chose que grand-mère et grand-père m'avaient laissée, tu l'as donnée sans une seconde de réflexion. Nous t'avons beaucoup donné, a argumenté papa. Tu as eu un toit sur la tête, de la nourriture, des vêtements et l'éducation de base, ai-je interrompu. Félicitations. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi. Vous voulez une médaille? Le bruit de pneus sur le gravier a interrompu notre confrontation. À travers la fenêtre, j'ai pu voir un SUV blanc familier s'engager dans l'allée. Bethany. Oh, mon Dieu, a soufflé maman. Elle sait. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement, sans qu'on ait frappé. Bethany a fait irruption, le visage rouge et marbré de larmes, avec Derek la suivant, l'air mal à l'aise. C'est quoi ce bordel, Catherine? A hurlé Bethany. La société de crédit vient d'appeler. Notre paiement a été rejeté. Sais-tu ce que ça veut dire? Sais-tu ce que ça peut faire à notre crédit? Je sais exactement ce que ça veut dire, ai-je dit d'un ton égal. Ça veut dire que tu vas devoir payer ta propre hypothèque comme une adulte responsable. L'argent avait déjà été transféré. Il devait être compensé aujourd'hui. On comptait dessus. Tu comptais sur de l'argent qui m'a été volé, ai-je corrigé, de l'argent qui devait être pour mes études, pas pour ton hypothèque. Bethany s'est tournée vers papa, sa voix prenant cette qualité plaintive qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Papa, arrange ça, s'il te plaît. On va perdre la maison, les enfants je ne peux pas l'arranger, a dit papa, les dents serrées, en me fusillant toujours du regard. Ta sœur a décidé d'être vengeresse. Vengeresse, ai-je répété, incrédule. Je suis vengeresse parce que je veux garder l'argent que mes grands-parents m'ont laissé? L'argent spécifiquement désigné pour mon éducation, que papa a pris illégalement? Nous sommes une famille, a dit Bethany, les larmes coulant sur son visage. La famille s'entraide. Comment peux-tu être si cruel? Où était cette loyauté familiale quand je faisais des doubles services pour payer mes manuels scolaires, ai-je demandé. Où était-elle quand je t'ai demandé d'emprunter ton vieil ordinateur portable pour l'école et que tu as dit non, parce que tu pourrais en avoir besoin un jour? Où était-elle l'année dernière, quand j'ai demandé si je pouvais rester chez toi une semaine entre deux baux, et que tu as dit que ta chambre d'amis était en rénovation, même si je pouvais voir sur Instagram que tu l'utilisais comme studio de yoga? Où était-elle à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, et qu'on m'a dit de me débrouiller seul parce que ça forge le caractère? La bouche de Betty s'est ouverte et fermée comme un poisson. Derek a posé une main sur son épaule, mais elle l'a repoussé. C'est différent, a-t-elle insisté. Nous avons des enfants. Nous avons des responsabilités. Toi, tu n'es qu'une personne. Tu es égoïste. Je suis égoïste, ai-je répété lentement, laissant les mots flotter dans l'air. Je suis égoïste parce que je ne te laisserai pas me voler pour couvrir ta propre mauvaise planification financière. Ce n'était pas du vol, est intervenu papa. J'ai pris une décision en tant que dépositaire. Une décision que tu n'avais aucun droit légal de prendre, ai-je interrompu.
L'équipe juridique de la banque a été très claire à ce sujet. Tu as violé les termes de la fiducie. Tu as commis une fraude. Surveille tes paroles, a répliqué sèchement papa. Je pourrais te poursuivre pour diffamation. Vas-y, ai-je dit en haussant les épaules. Je suis sûr que les avocats de la banque adoreraient entendre ton explication au tribunal. Et pendant qu'on y est, on pourra discuter de la façon dont tu as dit à Bethany que l'argent, c'était juste toi qui aidais, sans mentionner que ça venait de mon fonds d'études. Je me demande comment un juge percevra ça. La tête de Betty s'est vivement tournée vers papa. De quoi parle-t-elle? L'expression de papa s'est durcie. Beth, ma chérie, les détails ne sont pas importants. Tu m'as dit que tu utilisais des économies, a dit Bethany lentement, sa voix baissant. Tu as dit que c'était de l'argent que tu avais mis de côté. Tu n'as pas dit que c'était le fonds d'études de Catherine. Peu importe d'où vient l'argent, a dit fermement papa. Ce qui compte, c'est que nous t'aidions, et maintenant ta sœur ingrate a saboté cette aide. Mais quelque chose avait changé dans l'expression de Betty. Elle m'a regardé, puis papa, puis de nouveau moi. Le savais-tu avant aujourd'hui, lui a-t-elle demandé. Il me l'a dit cet après-midi, ai-je dit. Il m'a tendu un dossier avec des relevés bancaires montrant mon compte à zéro et m'a dit que je devrais le remercier plus tard. Le visage de Betty a rougi encore plus, mais cette fois, je ne savais pas si c'était de colère ou d'embarras. Papa, a-t-elle dit, la voix tremblante, tu m'as dit que c'était ton argent. Tu as dit que tu voulais nous aider. Beth, ne la laisse pas te manipuler, a dit rapidement papa. C'est typique de Catherine, toujours à jouer la victime. Je ne joue à rien, ai-je coupé. J'énonce des faits. L'argent était à moi. Il l'a pris sans permission. La banque a annulé le virement. Fin de l'histoire. Comment sommes-nous censés payer l'hypothèque? La voix de Betty s'est brisée. Nous n'avons pas ce genre d'argent qui traîne. Peut-être réduire votre train de vie, ai-je suggéré. Cette maison est bien trop grande pour 4 personnes de toute façon. Ou Derek pourrait demander cette promotion qui le repousse. Ou tu pourrais retourner travailler, au lieu de passer tes journées au cours de spinning et au brunch avec les autres épouses du country club. J'élève nos enfants, a protesté Bethany. Ils sont tous les deux à l'école à plein temps, ai-je souligné. Emma est en CE2 et Tyler en maternelle. Tu as 6 heures par jour pour faire ce que tu veux. Largement le temps pour un travail. Derek s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Peut-être qu'on devrait rentrer et régler ça nous-mêmes, Beth. Ça ne nous mène nulle part. Non, a dit obstinément Bethany, les yeux fixés sur moi. Catherine doit comprendre ce qu'elle fait à cette famille. Ce que je fais? J'ai senti mon sang-froid, si soigneusement maintenu, commencer à se fissurer. Et ce que vous m'avez fait toute ma vie? Tu as été la préférée de papa depuis notre enfance. Tout ce que j'ai accompli a été dans ton ombre. J'ai été accepté à Northwestern avec une bourse complète, quelque chose que tu n'aurais jamais pu faire. Et la réaction de papa, c'est que c'est de pratique, parce que maintenant il ne se sent plus coupable d'avoir volé mon fonds d'études. Maman a émis un petit son de protestation, mais je l'ai ignoré et j'ai continué. J'ai passé 23 ans à être comparé à toi, à m'entendre dire que je devrais être plus comme toi, à te regarder tout obtenir sur un plateau, pendant que je devais me battre et ramer pour la moindre petite chose. Et maintenant, quand je me défends enfin, c'est moi la méchante. Tu es dramatique, a dit papa d'un air dédaigneux. Nous ne vous avons jamais comparé. Tu m'as littéralement dit à Noël dernier que je devrais essayer de trouver un mari comme Derek, parce que le mariage, c'est une question de stabilité, pas de passion, ai-je rétorqué, juste après que Bethany a annoncé qu'elle était enceinte de Tyler il y a 4 ans. La mâchoire de papa s'est crispée. Je te donnais un conseil. Tu me disais que mes accomplissements comptaient moins que la capacité de Betty à piéger un homme avec une bonne assurance. Comment oses-tu, a haleté Bethany. Derek et moi nous aimons. J'en suis sûr, ai-je dit, lasse. Mais ça ne change pas le fait que papa valorise tes choix plus que les miens. Ça ne change pas le fait qu'il m'a volé pour te sortir d'une situation que tu as créée. Et ça ne change certainement pas le fait que j'en ai fini d'être le bouc émissaire de la famille. Le silence est tombé sur la pièce. Bethany pleurait de nouveau, mais doucement cette fois. Derek avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Maman était pâle et tremblante. Et papa, lui, semblait calculer son prochain coup, essayant de trouver comment reprendre le contrôle de la situation.
Que veux-tu? A-t-il finalement demandé. Rien, ai-je dit honnêtement. Je ne veux rien de vous tous. Je veux juste ce qui m'appartient déjà. Tu vas détruire cette famille pour de l'argent, a dit maman doucement, d'un ton accusateur. Non, l'ai-je corrigé. Papa a détruit cette famille quand il a choisi l'irresponsabilité financière de Betty plutôt que mon avenir. Je refuse simplement d'être complice plus longtemps. J'ai attrapé mes clés de voiture sur le crochet près de la porte et mon sac sur la chaise. Je vais chez Marcus. Je reviendrai chercher mes affaires demain, quand tout le monde se sera calmé. Si tu franchis cette porte, a dit papa, la voix basse et menaçante, ne prends pas la peine de revenir. Je me suis arrêté, la main sur la poignée, et je l'ai regardé. C'est censé me faire peur? Être coupé d'une famille qui ne m'a de toute façon jamais vraiment accordé de valeur. Catherine, appelait des mamans. Mais j'ouvrais déjà la porte. Passez le bonjour à l'avocat de grand-mère et grand-père de ma part, quand l'équipe juridique de la banque les contactera, ai-je dit à papa. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'apprendre comment tu as détourné le fonds en fiducie qu'ils avaient créé. Je suis sorti dans l'air frais du soir, le cœur battant, mais l'esprit clair. Derrière moi, j'entendais les sanglots ravivés de Betty et la voix élevée de papa, mais je ne me suis pas retourné. La mère de Marcus m'a donné la chambre d'amis pour la nuit, sans poser de questions. Patricia m'a juste serré fort dans ses bras et m'a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Marcus m'a apporté du thé et s'est assis avec moi pendant que je pleurais. Non pas parce que je regrettais ce que j'avais fait, mais parce que ça faisait mal de réaliser à quel point ma propre famille m'avait peu estimé. Nous sommes restés debout tard cette nuit-là, Marcus et moi, assis dans sa chambre d'enfant, avec ses posters de groupe que nous adorions au lycée et la bibliothèque pleine de romans fantastiques que nous nous étions échangés. Il ne m'a pas offert de platitudes vides, ni essayé de me convaincre de me réconcilier avec ma famille. Il a simplement écouté. Tu sais ce qui est le pire, ai-je dit, en fixant ma tasse de camomille. Je ne suis même pas surprise. Jean, je suis blessée et en colère, mais je ne suis pas surprise. Une partie de moi a toujours su que j'étais celle dont on pouvait se passer. Marcus a secoué la tête. Tu n'as jamais été superflue, Catherine. Ils n'ont simplement pas su voir ce qu'ils avaient. Il y a eu cette fois, en 4e, ai-je continué, le souvenir refaisant surface de manière inattendue. J'ai participé au concours scientifique de l'État. Mon projet sur les systèmes de purification de l'eau a en fait terminé 3e dans tout l'État. J'étais si excité de leur annoncer. Et quand je suis rentré à la maison, Bethany pleurait parce qu'elle n'avait pas été sélectionnée dans l'équipe de cheerleading. Je suis entré avec mon trophée et mon certificat, et maman consolait Bethany, et papa était au téléphone en train de crier sur l'entraîneur à propos de favoritisme. Ont-ils seulement reconnu ta victoire, a demandé Marcus, bien que son ton suggère qu'il connaissait déjà la réponse. Papa m'a regardé et a dit, c'est bien, ma chérie, mets-le en lieu sûr. Puis il a repris son appel. Maman m'a demandé d'aller dans ma chambre, parce que Bethany avait besoin d'espace pour digérer sa déception. J'ai ri amèrement. J'ai mis le trophée dans mon placard. Je ne sais même pas s'ils l'ont jamais vraiment regardé. C'est horrible, Catherine. Le truc, c'est que je me suis convaincu que c'était normal. Je me suis dit que Bethany avait besoin de plus de soutien, parce qu'elle était plus sensible, plus émotive. Je me suis dit que j'étais plus forte, plus indépendante, que je n'avais pas besoin du même niveau d'attention. J'ai baissé les yeux sur mon thé. Je leur ai trouvé des excuses pendant des années. Marcus s'est assis à côté de moi sur le lit, passant son bras autour de mes épaules. Tu mérites mieux. Tu as toujours mérité mieux. Je le sais maintenant, ai-je dit doucement. Je pense que je le sais depuis un moment. Mais je continuais d'espérer que peut-être, si j'avais assez de succès, si j'accomplissais assez de choses, peut-être qu'il me verrait enfin. Mais papa, en prenant cet argent, c'était comme si l'univers me forçait à accepter la réalité. Ils ne me verront jamais comme ils voient Bethany, et je dois arrêter d'attendre que ça change. Nous avons parlé jusqu'à près de 2 heures du matin, digérant des années de blessures et de frustrations accumulées. Quand je me suis finalement endormi dans la chambre d'amis de la famille Chen, je me sentais plus légère, en quelque sorte. Pas heureuse, la situation était trop compliquée et douloureuse pour le bonheur, mais plus légère, comme si j'avais porté quelque chose de lourd depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de le poser. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de la banque confirmant que mon fonds d'études avait été entièrement restauré, et qu'ils avaient ajouté des mesures de sécurité supplémentaires,
exigeant mon approbation biométrique pour toute transaction future. Il y avait aussi une lettre de leur service juridique, m'informant qu'ils avaient conclu un accord avec mon père, qui incluait le paiement de pénalités substantielles pour le virement frauduleux. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant 2 semaines. Puis maman a appelé, la voix faible et hésitante, me demandant si on pouvait déjeuner ensemble. J'ai accepté de la rencontrer dans un lieu neutre, un petit café du centre-ville. Elle avait l'air plus âgée quand elle est arrivée, fatiguée d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Nous avons commandé du café et sommes restés assises dans un silence inconfortable pendant quelques minutes. « Ton père est très en colère », a-t-elle finalement dit. « J'imagine », ai-je répondu d'un ton neutre. Bethany et Derek ont dû emprunter de l'argent aux parents de celui-ci pour l'hypothèque. C'était humiliant pour eux. Ils s'en remettront. Maman a tortillé sa serviette entre ses doigts. Je sais que tu penses que nous favorisons ta sœur, mais ce n'est pas le cas. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Maman, ai-je dit doucement, tu as laissé papa voler mon fonds d'études. Tu es restée dans l'embrasure de cette porte et tu m'as dit d'être compréhensive, pendant qu'il me tendait des papiers montrant qu'il avait vidé un compte destiné à mon avenir. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la complaisance. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas quoi faire. Ton père était si convaincu que c'était la bonne chose à faire. Et Bethany était désespérée. Et moi, je ne comptais pas, ai-je terminé pour elle. Mes besoins, mon avenir, mes sentiments, rien de tout cela n'avait autant d'importance que de garder Bethany heureuse et papa à l'aise dans son rôle de héros de la famille. Ce n'est pas vrai, a-t-elle murmuré, mais elle ne pouvait pas soutenir mon regard. C'est vrai, ai-je dit fermement. Et tant que tu ne pourras pas l'admettre, tant que tu ne pourras pas reconnaître que tu as laissé papa faire du favoritisme toute ma vie, nous n'avons rien à nous dire. J'ai laissé de l'argent pour mon café sur la table et je suis parti. Maman ne m'a pas suivi. Northwestern a commencé en août. J'ai fait mes cartons pendant que papa était au travail, chargeant tout ce qui m'importait dans ma petite Honda. J'ai laissé derrière moi les meubles, les décorations, toutes les affaires de mon enfance qui ne m'avaient jamais vraiment appartenu. Le processus d'emballage a été étrangement cathartique. J'ai fouillé dans mon placard et j'ai trouvé des vêtements que j'avais oubliés, des vêtements que j'avais achetés avec mon propre argent, et que maman avait critiqués comme étant trop audacieux ou pas flatteurs. Je les ai emballés en premier. J'ai trouvé des journaux intimes du lycée, remplis d'entrées sur le sentiment d'être invisible, sur mes efforts pour obtenir une approbation qui n'est jamais venue. J'ai failli les jeter, puis j'ai décidé de les garder, non pas pour me complaire dans la douleur, mais pour me souvenir du chemin parcouru. Au fond de mon placard, j'ai trouvé ce trophée de la 3e place du concours scientifique de l'État, toujours dans sa boîte d'origine, le certificat jauni par le temps. Je l'ai tenu un long moment, me souvenant de cette fille de 14 ans qui avait été si fière de son accomplissement, si impatiente de le partager avec sa famille. Puis je l'ai soigneusement emballé dans du papier bulle. Il m'accompagnerait dans ma nouvelle vie, où il trônerait sur une étagère de mon appartement et me rappellerait que j'avais toujours été digne de reconnaissance, que mes parents le voient ou non. J'ai rempli des boîtes de livres, de quelques photos encadrées où j'avais l'air vraiment heureuse, de la lettre d'acceptation de Northwestern que j'avais imprimée et gardée dans le tiroir de mon bureau. En ouvrant ce tiroir, j'ai trouvé autre chose aussi. Une carte d'anniversaire de ma grand-mère, envoyée l'année avant sa mort, quand j'avais 17 ans. À l'intérieur, de son écriture tremblante, elle avait écrit « Catherine, ma chère petite. Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. Tu es destinée à des choses remarquables. Avec tout mon amour, grand-mère. » Je me suis assise sur le sol de ma chambre et j'ai pleuré, en serrant cette carte. Grand-mère m'avait vu. Elle avait su, d'une manière ou d'une autre, que j'aurais besoin de ces mots. Et elle avait créé ce fonds d'études non seulement pour payer mon éducation, mais pour me donner une base, un filet de sécurité, un moyen de construire un avenir selon mes propres termes. Papa n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait essayé de m'enlever le cadeau que ma grand-mère m'avait fait, le message que quelqu'un croyait en moi inconditionnellement. Cela a rendu ma décision encore plus juste à mes yeux. Je ne protégeais pas seulement mon avenir, j'honorais la foi de ma grand-mère en moi. Marcus m'a aidé à traverser le pays en voiture, sa mère nous ayant donné sa bénédiction et assez de repas faits maison pour tenir la première semaine. Quand nous nous sommes garés devant mon nouvel appartement près du campus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, une liberté totale. Mon téléphone vibrait de temps en temps avec des messages de maman, généralement des tentatives de culpabilisation enveloppées d'inquiétude.
Papa ne m'a jamais contacté directement, mais j'ai entendu dire qu'il disait à ses amis que je traversais une phase de rébellion. Bethany m'a envoyé un long email décousu 6 semaines après le début de mon premier semestre, alternant entre des accusations de cruauté et des excuses à demi-mot. Je l'ai supprimé sans le finir. Je me suis plongé dans les études, dans la construction d'une vie qui m'appartenait entièrement. Je me suis fait des amis qui ne savaient rien de mes drames familiaux, qui m'aimaient pour qui j'étais, plutôt que de me comparer à une sœur enfant prodige. J'ai rejoint des groupes d'études, j'ai trouvé un travail à temps partiel à la bibliothèque du campus, j'ai commencé à voir une thérapeute qui m'a aidé à déballer des années de sentiments de ne jamais être tout à fait à la hauteur. Ma thérapeute, la docteure Sarah Mendoza, était une femme dans la cinquantaine, spécialisée dans les dynamiques familiales, et elle avait une façon de poser des questions qui me faisaient voir des choses que j'avais évitées pendant des années. Lors de notre 3e séance, elle m'a demandé de décrire ma relation avec Bethany. C'est ma sœur, ai-je dit automatiquement. Nous sommes juste des personnes très différentes. C'est la description d'un fait, pas d'une relation, a observé doucement la docteure Mendoza. Que ressentez-vous pour Bethany? J'ai ouvert la bouche pour donner une autre réponse diplomatique et évasive, puis je me suis arrêté. Je ne pense pas que je l'aime beaucoup, ai-je admis. Je ne sais pas si ça a déjà été le cas. Parlez-moi de ça. Alors, je l'ai fait. Je lui ai parlé du fait d'être toujours comparé à Bethany, de m'entendre dire que je devrais être plus sociable comme elle, plus gracieuse comme elle, plus facile à vivre comme elle. Je lui ai parlé des fêtes d'anniversaire où les amis de Betty venaient, mais aucun des miens n'était invité, parce que la maison ne peut accueillir qu'un certain nombre d'enfants. Je lui ai parlé du lycée, quand Bethany empruntait mes vêtements sans demander et les rendait tachés ou abîmés, et maman me disait d'être plus généreuse quand je me plaignais. On dirait que vous avez dépensé beaucoup d'énergie à essayer d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'a jamais rendu l'appareil, a dit la docteure Mendoza. C'est ma sœur, ai-je répété, mais cette fois, ça sonnait plus comme une excuse qu'une explication. Les relations familiales ne sont pas des obligations à subir, Catherine. Ce sont des liens qui devraient être mutuellement bénéfiques, construits sur le respect et l'attention. Ce que vous décrivez ressemble plus au fait que vous avez été cantonné à un second rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Quelque chose dans cette métaphore a fait tilt pour moi. C'est exactement ce que j'avais ressenti, comme si j'étais un personnage secondaire dans le grand drame de la vie de Betty là pour la mettre en valeur par comparaison, pour applaudir ses succès tout en gardant mes propres accomplissements petits et discrets, pour ne pas lui faire de l'ombre. Je ne veux plus être un personnage secondaire, ai-je dit. La docteure Mendoza a souri. Alors ne le soyez pas, écrivez votre propre histoire, Catherine, et décidez par vous-même qui mérite d'y jouer un rôle. Ces mots m'ont accompagné pendant ma première année à Northwestern. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux de ma famille. J'ai arrêté de formuler les réponses parfaites aux SMS culpabilisants de maman. J'ai arrêté d'espérer que, peut-être cette fois, il prendrait de mes nouvelles pour vraiment savoir comment j'allais. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de devenir la personne que je voulais être. J'ai excellé dans mes cours, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que j'aimais sincèrement apprendre. Je me suis fait des amis qui célébraient mes succès au lieu de s'en sentir menacés. Je suis sorti avec des gens qui trouvaient mon ambition séduisante plutôt qu'intimidante. Ma moyenne du premier semestre était un parfait 4.0. Une année a passé, puis 2. J'ai fait un stage dans un prestigieux cabinet d'avocats durant mon 2e été, et ils m'ont offert un poste après l'obtention de mon diplôme. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui trouvait mon ambition séduisante plutôt qu'intimidante. J'ai construit une vie dont j'étais fier, brique par brique, sans aucune aide des personnes qui étaient censées m'avoir soutenu depuis le début. J'ai bien reçu un autre appel de Bethany, tard dans ma 3e année. Elle semblait différente. Plus humble, peut-être, ou juste fatiguée. Catherine, a-t-elle dit quand j'ai répondu, je suis désolée. Vraiment curieuse, j'ai demandé, pourquoi? Pour tout. Pour t'avoir prise pour acquise, pour ne pas t'avoir défendue, pour avoir laissé maman et papa te traiter comme une quantité négligeable. Elle a fait une pause, et je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante. Derek et moi sommes en thérapie de couple. Il s'avère que quand on doit vraiment faire face à ses problèmes, au lieu que papa vienne à la rescousse, on apprend de dures vérités sur soi-même. Je suis contente que vous receviez de l'aide, ai-je dit prudemment. J'ai été une sœur horrible pour toi, a-t-elle continué. Je savais que papa me préférait, et j'ai laissé faire parce que c'était plus facile. Je n'ai jamais pensé à ce que tu as dû ressentir,
en me regardant tout obtenir pendant que tu devais te battre pour des miettes. Je me suis assise sur mon canapé, en assimilant ces paroles. Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit cette nuit-là, sur le fait que j'ai toujours joué la victime, que je n'ai jamais assumé la responsabilité de mes propres choix. Tu avais raison, Catherine, surtout. D'accord, ai-je dit lentement. Je ne te demande pas de me pardonner, a dit Bethany. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ce qu'ils ont fait, et je suis désolé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Ça n'a pas tout arrangé. Ça ne pouvait pas réparer des années de ressentiment et de douleur, mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur. Peut-être la possibilité de quelque chose de différent. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien, avec des offres d'emploi de 3 cabinets différents. J'ai choisi celui de Seattle, assez loin de la maison pour que les visites imprévues soient impossibles, assez proche de la vie que je voulais construire. Le jour de la remise des diplômes, j'ai traversé cette scène seule. Pas de famille dans le public, personne pour me regarder recevoir mon diplôme. Marcus et Patricia étaient là, bien sûr, ainsi que quelques amis de l'université, mais les sièges où mes parents auraient dû être assis sont restés vides. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas fait mal, mais je mentirais aussi si je disais que je regrettais l'un de mes choix. Ce dossier en carton que papa avait laissé tomber sur la table de la cuisine avait tout changé. Il m'avait montré exactement le peu d'importance que j'avais dans leur hiérarchie, et il m'avait donné l'impulsion dont j'avais besoin pour cesser de chercher l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. Parfois, la nuit, je me demande ce qui se serait passé si j'avais simplement accepté le vol. Si j'avais souri et hoché la tête, et si je les avais laissés prendre ce qui était à moi. Si j'avais été la bonne fille qui fait passer la famille en premier, au diable les conséquences. Aurions-nous encore ces dîners de fête gênants? Serais-je encore invité au brunch du dimanche au country club? Probablement. Mais je ne serais pas non plus qui je suis maintenant. Je n'aurais pas appris à me défendre, à reconnaître ma propre valeur, à exiger le respect au lieu de le mendier. Le fonds d'études que mes grands-parents m'ont laissé a fait plus que payer mon éducation. Il m'a acheté quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je mérite d'être valorisé, et la force de m'éloigner de quiconque ne pouvait pas le voir. J'ai entendu par des connaissances communes que papa dit aux gens que je suis brouillé avec la famille, comme si c'était quelque chose qui lui était arrivé, plutôt que quelque chose qu'il avait provoqué. Maman envoie toujours des cartes d'anniversaire avec des messages impersonnels et des chèques que je n'encaisse jamais. Bethany et moi échangeons des SMS occasionnels, des nouvelles superficielles sur le travail et la météo, rien de plus profond. Et moi? Je construis une vie dont je suis fier. Une vie où mes accomplissements ne sont pas minimisés ou comparés à ceux de quelqu'un d'autre. Une vie où je fixe les règles et où je pose les limites. Cette nuit-là, debout dans la cuisine pendant que le visage de papa devenait blanc et que la banque expliquait que sa fraude avait été annulée, j'ai fait un choix, non seulement à propos de l'argent, mais sur qui je voulais être si je me laisserais diminuer pour mettre les autres à l'aise, ou si j'exigerais d'être vu. Je me suis choisi. Et je referai ce même choix, à chaque fois.